Bonjour à tous et bienvenue à la série de conférences Boomers Brillants. Nous sommes très heureuses d'avoir l'opportunité de passer l'après-midi avec vous. En 2007, le comité d'éducation du Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université de McGill, ou le CMEV, a commencé la série de conférences Boomers Brillants pour promouvoir des mesures pratiques pour améliorer et maintenir la santé du cerveau, ainsi que promouvoir des choix de vie saines pour la génération la plus peuplée de l'histoire. Le comité d'éducation du CMEV a été créé en 1996. Les objectifs du comité sont identifier les besoins en matière de formation pour le personnel de soins de santé, les personnes âgées, les aidants naturels, ainsi que le public en général et développer des solutions qui permettent à répondre à certains de leurs besoins. Valoriser l'image du processus de vieillissement en luttant pour mettre à fin certains stéréotypes et mythes au sujet du vieillissement. Et finalement, pour diffuser de l'information au sujet de la recherche sur vieillissement. Notre présentateur aujourd'hui est le Dr Serge Gauthier. Il a fait ses études de médecine à l'Université de Montréal et sa spécialisation en neurologie à l'Université de McGill, pour ensuite poursuivre avec une fellowship dans le laboratoire du professeur Théodore L. Soucre à l'Institut Alain Memorial de Montréal. Il a occupé un poste de chercheur clinique et de neurologue à l'Institut de l'hôpital neurologique de Montréal. Il a été directeur du Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université de McGill, de même que chercheur senior au programme de recherche en collaboration IRCS-RXD. Il est présentement professeur titulaire au département de neurologie et neurochirurgie, psychiatrie et médecin de l'Université McGill et directeur de l'unité de recherche sur la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées du Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Avant de continuer, nous voulons juste vous rappeler de couper le son sur votre microphone sur Zoom. Et si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît attendre à la fin de la conférence ou vous pouvez toujours les taper dans la boîte de discussion sur Zoom. Maintenant, pour le moment que nous attendions tout, je vous présente le Dr Serge Gauthier avec nouveaux tests pour le diagnostic. Merci. Bonjour. Je suis content de voir autant de gens. Dans le moment, je vois Sylvana. Bonjour, Sylvana. Bonjour. Et, alors, je ne sais pas si les gens me voient dans mon salon à Hudson, où je suis réfugié en confinement depuis 3 mois et demi. Mais on travaille quand même, tout le monde. J'ai aujourd'hui la chance de vous donner une mise à jour sur la maladie d'Alzheimer, en particulier sur un nouveau test diagnostique qui va être disponible bientôt et qui a été développé conjointement entre McGill et une université en Suède. Et quelques mots sur des nouveaux traitements qui vont suivre. Peut-être pour mettre en contexte tout cela, si vous me permettez, pour une dizaine de minutes, je vais vous donner un résumé plus général sur la maladie d'Alzheimer pour tenir compte de sa nouvelle définition. Parce que quand j'étais à la faculté de médecine il y a 45 ans, la maladie d'Alzheimer, il fallait attendre que vous ayez déjà une démence. Et on sait maintenant que la maladie d'Alzheimer débute dans le cerveau bien longtemps avant que vous ayez des symptômes et encore plus longtemps avant d'avoir même une démence. Maintenant, on est capable, ici à Montréal et dans la grande région l'Amérique du Nord, de faire des tests diagnostiques qui peuvent nous aider à préciser est-ce que c'est une Alzheimer comme qu'on voit habituellement chez les personnes âgées ou est-ce qu'il y a en plus autre chose? Je vais revenir là-dessus parce que c'est un premier espoir de personnaliser les traitements. C'est un petit peu comme dans le cancer, on peut maintenant faire une biopsie puis dire vous avez telle sorte de cancer du sein, le traitement de choix pour vous, ce serait tel ou tel médicament en combinaison. On espère pouvoir faire ça pour l'Alzheimer d'ici 2 à 5 ans. Pour terminer ma présentation dans à peu près 20-25 minutes, je vais juste vous donner une mise à jour brève sur comment le COVID-19 a eu un impact sur la recherche au centre et comment on a réagi à cela. Et on a 2 ou 3 belles surprises qui émergent. Alors, une introduction générale sur la maladie d'Alzheimer, c'est selon la personne qui en parle, c'est différentes choses, mais
Fondamentalement, c'est du vieillissement du cerveau dans certaines régions particulières. Et la plupart des gens en haut de 90 ans ont des difficultés de mémoire, il ne faut pas se le cacher, mais pas tous deviennent dépendants. La grande différence entre les oublis qu'on a avec l'âge, tout le monde, et la démence, c'est est-ce qu'on compense pour les oublis? Autrement dit, moi j'ai un cahier pour prendre des notes, j'ai des post-it, tout le monde a des trucs. Tant qu'on compense, il n'y a pas de démence. C'est bien important de distinguer les oublis bénins, comme c'est quoi ton nom déjà, puis un petit délai, mais finalement je m'en souviens parce que je me souviens où est-ce que je l'ai vu. Là, je fais un lien avec quelque chose, et puis ah oui, c'est vrai ton nom, c'est ça. Ça, c'est normal. Et puis les numéros de téléphone, ben, il y en a qui sont jamais bons pour les apprendre. Ben, on les écrit, puis on se souvient où on les a mis, les numéros de téléphone. Alors, j'espère que vous voyez qu'il y a une distinction ici entre les oublis bénins et la démence. L'autre chose qui est nouvelle en recherche, et puis je sais peut-être dans l'audience aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la cohorte BioVie ou TRI-AD. Et je voudrais vous remercier bien sincèrement pour votre contribution à la recherche sur le vieillissement normal et le vieillissement avec oubli, parce que la découverte dont je vais vous parler pour le test diagnostic, c'est grâce à vous, les bénévoles, les participants dans la cohorte BioVie ou TRIAD. Parce qu'on sait maintenant qu'une personne de 50 ans qui s'inquiète de sa mémoire, mais qui n'a aucun problème quand on la teste, ben, personne ne s'inquiète trop. Sauf si cette personne a sa maman ou son papa qui a eu l'Alzheimer à 65 ans. Si vous avez une personne de 90 ans qui s'inquiète de sa mémoire, bien, tout le monde va dire c'est normal pour ton âge. Donc, l'âge a beaucoup d'importance si vous avez des plaintes pour votre mémoire et aussi l'histoire familiale. Maintenant, si vous avez 70 ans, vous venez consulter pour votre mémoire, la première chose qu'on va vous demander, c'est depuis combien de temps. Si ça fait depuis 10 ans qu'on ne va pas s'inquiéter autant que si vous nous dites ça fait depuis 1 an. L'autre chose qu'on va vous demander, est-ce que votre maman ou votre papa a eu aussi des problèmes de mémoire? Puis là, vous allez dire, ah, ben, ma grand-mère a eu des problèmes de mémoire à 95 ans. Ça ne nous inquiète pas. Mais si vous nous dites que parent du premier degré, père, mère, frère ou sœur a eu une démence, Alzheimer ou autre, vers 65 ans, 70 ans, là, ça peut être important. Maintenant, quand on parle de démence, c'est un stade de la maladie d'Alzheimer, mais il faut se rappeler que vous pouvez avoir dans le cerveau plusieurs choses qui se passent en même temps. Autrement dit, les protéines qui s'accumulent avec l'âge chez tout le monde, l'amyloïde qui flotte entre les cellules nerveuses, qui peut se mettre en petites boules, les plaques neuritiques, ou les plaques séniles plutôt. Tout le monde en a avec l'âge. L'autre protéine qui s'accumule, c'est dans les cellules nerveuses, la protéine tau, la lettre grecque tau. Ça, c'est dans les cellules nerveuses et elle change de structure, ce qui fait que le squelette interne des cellules nerveuses devient plus rigide, moins capable de transmettre l'information. Maintenant, si vous regardez le cerveau des gens de 90 ans et plus, tout le monde en a de ces deux protéines-là, mais ce n'est pas tout le monde qui a des symptômes. Il faut un troisième élément. Et ça pourrait être vasculaire, des petits AVC qui peuvent être silencieux, ou ça peut être une maladie de Parkinson en plus du vieillissement, amyloïde et tau, ou d'autres protéines moins bien connues qui s'accumulent dans d'autres régions du cerveau. Autrement dit, il faut une combinaison d'au moins 3 facteurs pour que les gens aient des symptômes. C'est important pour le diagnostic dont je vais vous parler tout à l'heure. Je vais vous le dire tout de suite. Vous pourriez avoir dans votre cerveau une certaine quantité de ces protéines qui s'accumulent avec l'âge, mais ça ne va jamais vous déranger parce que vous n'avez pas le troisième élément qui joue. L'autre bonne nouvelle, c'est que le troisième élément pourrait être aussi de l'inflammation, ce qu'on appelle la neuroinflammation silencieuse dans le cerveau. Et une des études à laquelle vous avez participé, certains d'entre vous, ce sont des scans du cerveau par TEP pour voir si on peut visualiser la neuroinflammation et puis faire une corrélation entre ce qu'on voit dans le cerveau et ce qu'on mesure dans le sang et dans le liquide céphalorachidien, obtenu par ponction lombaire. Alors ça, ce sont d'autres observations qui s'en viennent dans l'année, dont on va reparler. Une autre introduction plus générale sur le sujet de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a 7 stades. Et on utilise souvent ces stades quand on explique la maladie aux gens dans nos bureaux. Ce sont des stades utilisés par les sociétés Alzheimer. Donc, c'est bon de juste les répéter pour que tout le monde soit bien clair. 1, c'est vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez aucun déficit,
vous pourriez quand même avoir certaines protéines associées au vieillissement, mais elles vont rester silencieuses peut-être toute votre vie, s'il n'y a pas un troisième élément. Le stade 2, c'est quand on se plaint, on est inquiet, mais il n'y a pas de déficit. Quand on teste votre mémoire avec le MoCA ou d'autres tests plus difficiles, il n'y a pas de problème. Alors, ce sont des plaintes subjectives. Le stade 3, c'est quand vous avez des plaintes ou non, mais qu'il y a un déficit. Vous avez perdu un peu de votre capacité de se rappeler des listes de mots, etc. Ça pourrait rester stable le reste de votre vie. Ce n'est pas nécessairement, c'est pas une signature comme quoi vous allez progresser vers une démence nécessairement. Le stade 4 sur 7, là, vous avez des difficultés dans la vie de tous les jours. Vous compensez plus ou moins. Quelqu'un est avec vous dans l'auto pour être sûr des directions. Quelqu'un vous accompagne à la banque pour être sûr que vous mettez la bonne date sur votre chèque. Le stade 5, c'est on ne conduit plus parce qu'on n'a vraiment pas le sens des directions. Quelqu'un s'occupe de nos finances avec notre permission, etc. Parfois, quelqu'un va nous conseiller de mettre tel morceau de linge plutôt qu'un autre parce qu'on ne réalise pas qu'il fait froid dehors. Le stade 6 sur 7, habituellement, c'est un stade où on reconnaît moins bien sa maison et les gens autour de nous. Ça peut dépendre de l'heure de la journée, c'est souvent pire le soir. Habituellement aussi, il faut aller plus vite à la toilette. On a moins de capacité de contrôler ses urines. Le stade 7, si vous viviez jusqu'au stade 7, c'est un stade où il y a une raideur musculaire qui s'installe. C'est plus difficile d'avaler. On s'étouffe parfois en buvant, ce qui mène parfois à des pneumonies d'aspiration. Habituellement, au stade 7, les gens ne peuvent plus parler de façon claire, mais ils peuvent réagir si on leur parle de façon douce. Le stade 7, habituellement, on ne marche plus de façon sécuritaire. La plupart des gens sont en chaise roulante ou en chaise gériatrique. Ça, ce sont les stades en général. On sait depuis longtemps qu'à partir du moment où vous avez une démence évidente, vous avez besoin d'aide pour votre vie de tous les jours et le décès de pneumonie habituellement, on parle de 8 ans. Ça n'a pas changé depuis les 30 dernières années. L'histoire naturelle de la maladie d'Alzheimer au stade de démence, on parle de 8 à 10 ans, selon votre santé générale. Ce qui a changé depuis 5 ans, c'est qu'on peut faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer avant la démence. Alors, on parle de 5 ans plus tôt qu'on faisait avant. C'est ce qu'on fait au Centre McGill et dans d'autres cliniques spécialisées à travers le monde. Alors, si vous avez 65 ans, vous vous inquiétez pour votre mémoire, vous avez vu votre médecin de famille, et oui, il y a des difficultés quand on fait le petit test, le Folstein, le MMSE ou le MoCA, il y a seulement un mot sur 5. Alors là, on va vous référer en spécialité et on va faire des tests supplémentaires. À ce stade-là, vous compensez dans votre vie de tous les jours. Si vous êtes encore au travail, vous utilisez plus d'aide-mémoire. Si vous êtes à la retraite, vous utilisez aussi plus d'aide-mémoire. Vous fonctionnez quand même dans votre routine. Alors, ce stade pré-démence, on appelle ça les troubles cognitifs légers. Mild cognitive impairment. Ce n'est pas tout le monde qui va progresser vers la démence, parce que le troisième élément qui accélère le vieillissement pourrait être modifié. Par exemple, si vous faites de l'exercice physique et avec ou sans entraînement intellectuel, c'est possible que vous avez fabriqué des hormones dans votre corps avec l'exercice physique qui vont compenser un peu pour l'effet du vieillissement. C'est possible aussi que si vous aviez de la neuroinflammation dans le cerveau qui était silencieuse et que vous preniez des médicaments pour l'arthrite parce que vous en avez besoin pour de l'arthrite, ça aussi, peut-être que ça va aider. Ensuite, si vous surveillez bien votre pression artérielle, votre cholestérol est bien contrôlé, vous n'avez pas de diabète, ou si vous avez le diabète, il est bien contrôlé, c'est un autre élément qui va aider à stabiliser la progression. Maintenant, les protéines dont je vous parle depuis tout à l'heure, amyloïdes, qui flottent entre les cellules nerveuses du cerveau, la protéine tau qui est dans les cellules nerveuses, on peut les voir maintenant avec les scans. On peut les mesurer, ces protéines-là, dans le liquide céphalorachidien qui est prélevé par ponction lombaire. Et ce qui est nouveau, c'est la découverte qui a été faite cette année, c'est qu'on peut mesurer dans le sang, avec une simple prise de sang, le niveau de la protéine p-tau, phospho-tau 181, qui est un fragment de la protéine tau. Et il semble que si elle est élevée par rapport à la normale, ça pourrait signifier qu'il y en a déjà trop dans le cerveau. Ça déborde, autrement dit, dans le sang.
Et la surprise qu'on a eue, c'est que si vous avez beaucoup de cette protéine tau dans le cerveau et dans le sang, ça reflète aussi l'activité, la quantité d'amyloïdes qui s'est déposée. Autrement dit, vous auriez 2 pour 1. Si la protéine tau 181 dans le sang est élevée, il semble que ça reflète l'accumulation de 2 protéines dans le cerveau. Alors, on va essayer d'expliquer ça dans les mois qui suivent, pourquoi les 2 en même temps. Mais c'est important parce que si vous avez déjà des symptômes légers, avec la prise de sang, on pourrait tout de suite dire, ah, vous êtes plus à risque de progresser vers une maladie d'Alzheimer. On va vous enrôler dans une étude pour prévenir la progression vers la démence. L'étude pourrait être faite avec un médicament anti-tau ou un médicament anti-amyloïde, ou les 2 combinés, ou vous pourriez choisir d'avoir pas de médicament, mais d'être dans un groupe d'exercices très surveillé, comme par exemple à l'Institut de cardiologie. Il y a différentes stratégies qui vont être développées pour prévenir la progression entre troubles cognitifs légers, progression vers la démence. Donc, je ne sais pas si vous réalisez l'importance de ce que vous avez fait comme volontaire dans la cohorte BioVie ou Triade, parce que la plupart d'entre vous ont eu 3 PET scans pour mesurer amyloïde, tau, neuroinflammation, certains d'entre vous, d'autres personnes, un autre marqueur de la façon dont le cerveau réagit par rapport au vieillissement. Et on mesurait encore chez plusieurs d'entre vous par ponction lombaire, le liquide qui baigne le cerveau, qui va dans la queue de cheval. C'est là qu'on fait le prélèvement par ponction lombaire. Bon, on voit si les protéines du cerveau, on peut les mesurer dans le liquide et maintenant dans le sang également. Alors, c'est vraiment une belle surprise. Bon, est-ce que ça va changer notre vie plus tard, dans 2 ans, dans 5 ans? Je prédirais que oui, parce que si vous avez déjà des symptômes dans 2 ans, dans 5 ans, on pourra cibler plus rapidement quelle en est la cause. Au lieu de faire 2 PET scans dans 2 ou 5 ans, on fera juste une prise de sang, peut-être une ponction lombaire pour être certain. On verra. Ça veut dire aussi que dans les 2 à 5 prochaines années, pour les nouveaux traitements qui s'en viennent pour essais cliniques, on pourra tout de suite choisir des groupes de personnes qui se ressemblent. Au lieu d'avoir 2000 personnes où on n'est pas trop sûr ce qui se passe dans leur cerveau, ils ont tous les mêmes genres de symptômes, mais on ne sait pas s'ils ont le même mix, la même combinaison de protéines. Là, on va pouvoir cibler. Alors, peut-être qu'une étude qui prend maintenant 1000 volontaires, ça va peut-être en prendre juste 400. Donc, économie de coûts, économie d'échelle, peut-être accélérer aussi l'étude parce que si vous avez tous les mêmes protéines dans le cerveau, la même combinaison, amyloïde, tau, neuroinflammation, alors le traitement qu'on essaye, on voit tout de suite après 6 mois si on a modifié les protéines en question et l'inflammation. Après 6 mois, si on dit, alors tous ceux qui se sont améliorés chimiquement, on continue pour un autre 2 ans pour voir si maintenant on retarde la progression des symptômes. Vous voyez ce que je veux dire? On va y aller plus par étapes en individualisant le recrutement des participants et en modifiant le devis. Autrement dit, au lieu de faire comme on fait maintenant, 2000 personnes, la moitié ont le nouveau traitement, la moitié ont un placebo pendant 2 ans, puis après 2 ans, on voit de quoi ça a l'air. On va avoir un devis d'études qui va être beaucoup plus adapté aux besoins et accélérer la recherche. L'autre espoir que j'ai, c'est que d'ici 1 an, on pourra faire des combinaisons de médicaments, comme on fait pour le diabète, la haute pression, plein d'autres maladies, pour l'Alzheimer avec les dépôts de plusieurs protéines et le 3e élément. On pourra peut-être agir sur les 2 ou 3 éléments en même temps. En attendant, c'est sûr qu'il faut aider les personnes qui ont des inquiétudes ou qui ont des pertes de mémoire ou déjà une démence. Et un des changements qui a eu lieu à McGill depuis 1 an, c'est l'importance de donner de l'aide tout de suite au moment du diagnostic. Selon les questions qui sont posées, est-ce que j'ai l'Alzheimer? Oui. Est-ce que je suis au stade léger? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour pas que ça progresse? Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui m'attend dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Si les gens posent ces questions, on peut répondre. Il faut aussi tenir compte des besoins de la famille immédiate. Alors, les aidants naturels, maintenant, on reconnaît qu'ils sont des partenaires importants et on développe à McGill des programmes de formation spécifiques pour les aidants. On a utilisé jusqu'à maintenant le centre de simulation à McGill où on a une espèce
d'appartement avec une cuisine, une chambre à coucher, une salle de bain, et on a des acteurs qui font semblant d'avoir des difficultés pour utiliser le poêle, la salle de bain, se déplacer, et on dit aux aidants comment se débrouiller si jamais ils font face à ces situations. L'autre chose qui a changé, et ça c'est une étude qui implique beaucoup de monde à Montréal, comme Sylvie Belleville à l'Institut de gériatrie, c'est la combinaison d'entraînement-mémoire et entraînement physique. Donc, ça, c'est déjà disponible. L'autre chose qui va se faire de plus en plus, c'est former des médecins de famille intéressés. Comment eux peuvent faire le diagnostic quand c'est une maladie d'Alzheimer qui n'est pas compliquée? Comment gérer les maladies associées? Autrement dit, si vous avez la maladie d'Alzheimer et le diabète avec insuline, ou vous avez de la haute pression avec un cholestérol élevé, ou vous avez un cœur qui est un peu fatigué, il faut gérer les autres problèmes de santé. Et c'est bien important que les médecins de famille s'impliquent. L'autre chose qui est nouvelle, c'est les médicaments qui dérangent l'activité cholinergique. Autrement dit, dans le cerveau, on a plusieurs transmetteurs chimiques qui se parlent. Il y en a un d'entre eux, c'est l'acétylcholine. L'acétylcholine, entre les cellules nerveuses, envoie des signaux pour nous garder réveillés, nous garder intéressés. Si on en a trop d'acétylcholine, on va avoir des convulsions. Okay. Maintenant, avec le vieillissement, et en particulier la maladie d'Alzheimer, il y a moins de neurones qui fabriquent l'acétylcholine. C'est pour ça que des médicaments comme l'Aricept ou Donepezil, Lexelon ou Rivastigmine et Galantamine, ce sont des médicaments qui peuvent aider la mémoire quand elle est déficiente à cause du vieillissement, parce qu'elle augmente, ces médicaments-là augmentent le niveau d'acétylcholine dans le cerveau. Si vous prenez des médicaments pour d'autres raisons qui bloquent l'acétylcholine, par exemple des médicaments pour la vessie, pour ne pas aller à la toilette aussi souvent. Il y a des médicaments aussi pour l'estomac, pour les brûlements d'estomac. Ce sont des médicaments très utilisés pour enlever l'acidité. Ils dérangent un peu aussi l'activité cholinergique. Tout ça pour dire que, avec l'aide du pharmacien, on fait le tour des médicaments pour voir s'il y en a qui ne sont pas bons, qui ne sont plus nécessaires, et surtout ceux qui pourraient déranger l'activité cholinergique du cerveau. L'autre chose qu'il faut surveiller, c'est la dépression qui est souvent présente quand on vieillit. On est inquiet, on a le diagnostic confirmé que j'ai l'Alzheimer. Est-ce que je vais avoir une dépression? C'est souvent le cas. Donc, il faut traiter parfois avec des antidépresseurs pendant un certain temps. Il y a aussi l'importance, puis ça c'est maintenant, si vous avez des symptômes qui commencent, est-ce que vos papiers sont en ordre? Si jamais vos symptômes progressent, est-ce que quelqu'un a déjà été choisi pour payer vos factures, signer pour vous à l'hôpital? Ça, c'est un mandat en cas d'inaptitude. Bientôt, la loi au fédéral va nous permettre aussi de choisir le moment où on veut mourir. L'aide assistée au suicide, ça s'en vient, même en cas de démence avancée. Donc, à suivre. Les autres choses qu'il faut surveiller, c'est la capacité de vivre seul, en sécurité. Donc, on a parfois besoin de l'aide du CLSC, évaluer la sécurité des gens, surtout ceux qui vivent seuls à la maison. Donc, une ergothérapeute vient évaluer votre appartement, votre maison. L'auto, oui, malheureusement, tout le monde arrête de conduire un jour pour une raison ou pour une autre. Et puis, parfois, on a besoin d'une évaluation sur la route pour être certain que tout va bien. Alors, ça, ce sont des choses que vous savez déjà, la plupart d'entre vous. Je veux simplement vous rassurer qu'on va essayer de le faire de façon plus systématique à partir de maintenant. Un peu comme le cancer, quand vous avez comme une infirmière qui prend en charge vos soins pour toute la durée, les 8 ans, les 10 ans de votre vie. On va essayer de trouver une façon d'avoir un suivi à travers les différents stades de la maladie. Quand vous arrivez au stade 4, vous avez 4 ans à la maison, il faut que ce soit des bonnes années. Et puis, on va essayer d'améliorer la qualité de l'information qui est fournie aux personnes qui ont des symptômes et à leur famille. Pour finir, dans ma présentation, avant vos questions, je vais vous dire comment on a réagi au centre par rapport au COVID-19. On a dû fermer boutique au début mi-mars et on a rapidement utilisé la téléconsultation. La télémédecine nous permet de garder contact avec la plupart des personnes qui ont besoin de suivi pour leur médication.
On est bien au courant qu'il y a eu un retrait social. On était en confinement. Je dois vous dire, avec la télémédecine, comme je suis impressionné comme les gens se sont bien débrouillés, surtout ceux qui ont des chiens comme moi. Ça nous fait de la compagnie. On a aussi, heureusement, des filles ou des garçons pour nous amener notre épicerie, aller à la SAQ. J'ai remarqué qu'il y avait un niveau plus élevé de consommation de vin. C'est bien, surtout le vin rouge. Malheureusement, on a constaté, comme vous, qu'il y avait eu beaucoup de décès dans les centres d'accueil pour toutes sortes de raisons qui restent à explorer. Ça va peut-être changer notre façon de voir les choses. Est-ce que quand on sera une démence sévère, on veut vivre 200, 3 ans dans un centre d'accueil ou est-ce qu'on veut avoir l'aide médicale à mourir? Ça, c'est très personnel comme choix, mais ça sera possible, cette option-là. Est-ce que c'est possible de rester à la maison jusqu'à la fin de notre vie, mourir de pneumonie chez nous? C'est possible, mais avec beaucoup d'aide de la communauté. Alors peut-être que les services à domicile vont être modifiés pour nous aider à rester à la maison jusqu'à la fin. L'autre chose qui reste à développer, c'est les séquelles. Si vous avez eu le COVID, que vous aviez des symptômes neurologiques ou non, des troubles de mémoire ou non avant, c'est possible que le COVID, le virus, reste dans le cerveau ou ait causé un dommage qui persiste. Alors, avec l'aide du Dr Rosanetto et de Dr Susan King, on a développé une échelle, une mesure qu'on a fait au téléphone avec peut-être certains d'entre vous qui nous écoutent dans le moment, pour voir comment vous vous débrouillez pendant l'épidémie. Et on va pouvoir vous revoir dans 6 mois ou dans 9 mois et comparer les tests de mémoire à ce moment-là avec ceux d'avant le COVID. Et ceux qui auront eu le COVID, on va voir s'il y a eu un effet supplémentaire sur le cerveau. Ce sont des choses qu'on va surveiller. Et enfin, au moins une bonne nouvelle, on a découvert qu'avec la télémédecine, les gens n'ont pas besoin de venir au centre juste pour se faire une prescription. On peut très bien se parler et ça va continuer. Pour la recherche clinique, quand c'est une recherche qui est longue, comme on prévoit bientôt faire des essais cliniques chez des gens qui ont 20 à 30 ans, parce qu'ils sont nés avec l'Alzheimer. Ils ont une mutation génétique qui fait qu'ils auront des symptômes à 35 ans, 40 ans, 50 ans. Ce sont des gens qui vont à l'école, qui travaillent. On ne peut pas les faire venir à l'hôpital tous les 6 mois pour des tests. Donc, on a appris avec l'expérience du COVID qu'on peut faire des tests de mémoire avec l'iPad et la télémédecine et la télérecherche vont continuer, pas seulement pour les soins, le suivi, mais aussi pour la recherche clinique. Et ça va peut-être aussi de permettre de rejoindre des gens qui habitent trop loin des centres comme Montréal, Sherbrooke, Québec. Peut-être qu'on va pouvoir rejoindre des gens qui sont en Abitibi ou dans le Lac-Saint-Jean et peut-être dans le Grand Nord plus tard. Je sais que notre directeur, le Dr Rosanetto, a l'espoir d'avoir des instruments de mesure adaptés pour les gens qui habitent dans le Grand Nord. Et on va tenir compte aussi de l'aspect culturel. La démence dans le Grand Nord, ce n'est pas la même chose qu'à Montréal. Alors, comme vous voyez, même si on est en confinement depuis 3 mois et demi, la recherche a continué. Certains d'entre vous vont être rappelés à l'automne quand on pourra circuler plus librement dans les centres de recherche et les hôpitaux pour avoir vos suivis. Et on pourra remesurer vos tests de mémoire puis comparer avant le COVID. Puis certains d'entre vous, si vous êtes intéressés à la recherche, vous pouvez contacter le Centre McGill. On est toujours à la recherche de gens bien motivés qui s'intéressent à voir quelle est leur réserve cérébrale et leur donner des conseils en conséquence. Alors, c'est ma vue à vol d'oiseau du sujet et maintenant, je suis bien heureux de répondre à vos questions. Kathleen? Merci, Dr. Gauthier. Si vous en avez des questions, vous pouvez les demander maintenant ou seulement juste taper dans la boîte de discussion sur Zoom. On peut attendre 1 minute juste pour donner du temps pour écrire les questions. Oui, bonjour. Est-ce que je peux poser une question au Dr. Gauthier? Bonjour, Sandra. Bonjour, Sandra. Alors, on demande, vous semblez... Oups! Alors, on veut savoir, vous semblez assez certaine que l'AMM, c'est pour bientôt? Bien, il y a eu un délai de 5 mois au fédéral. On a le temps de se parler comme société. Et ensuite, au provincial, il y aura un suivi à faire. Mais oui, je pense qu'avec votre aide, le mouvement est irréversible. Parfait.
On a une autre question. Alors, à partir de quand les tests sanguins seront-ils disponibles? Alors, le test sanguin est fait dans le moment en Suède. Alors, les prélèvements sont envoyés en avion, sûrement pas en bateau, en Suède. Et puis, on a la technologie disponible bientôt à McGill pour le faire également. On a l'équipement. On va voir si on peut avoir la certification pour le faire. Pour le moment, c'est pour la recherche seulement. Et il nous faudrait une autre étude complémentaire à celle qui a été publiée récemment, une autre étude pour valider si les cliniques de mémoire qui ne sont pas super spécialisées comme d'autres peuvent utiliser ce test. Il faut aussi faire attention parce que, comme je l'ai dit, peut-être pas clairement, si vous avez les deux protéines qui s'accumulent, l'amyloïde et tau, et ça se reflète dans le sang, ça ne veut pas nécessairement dire que vous aurez une démence un jour. Il y a un troisième élément qu'on cherche aussi, comme l'inflammation qui peut jouer. Parfait. Maman, je pense qu'on a une autre. Alors, on avait une question d'une infirmière. Elle veut savoir quand pouvons-nous espérer d'avoir le test sanguin pour le public, alors autre que les recherches? Ça dépend de plusieurs choses. D'abord, validation avec une deuxième étude qui est déjà prévue, internationale, pour voir si, de la façon dont on définit la maladie d'Alzheimer actuellement, amyloïde tau, neuroinflammation, peut-être le troisième élément, est-ce que c'est universel dans le monde? Il faut faire attention de ne pas le mettre trop tôt le rendre disponible trop tôt quand on n'est pas certain de ce que ça veut dire. La meilleure utilisation, c'est des gens qui auront déjà des symptômes, qui veulent avoir un diagnostic rapide pour agir en conséquence. Mais ce n'est pas un test à faire chez des gens qui n'ont pas de symptômes. Parfait, merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, effectivement, c'est la conjointe de ma professeure. Et on fait partie de l'étude avec le Dr. Pedro Rosanetto sur la progression de la neuroinflammation des agrégats taux dans la maladie d'Alzheimer préclinée. Nous, moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez beaucoup de mémoire, oubli, mais quand mon conjoint a eu son diagnostic, on parlait d'un environnement atypique. Beaucoup de centres de la parole qui est affecté, semble-t-il, ou est-ce que peut se concentrer à certains endroits dans le cerveau? Malheureusement, la question n'est pas bien claire. On ne vous a pas bien entendu, madame. Désolée. À moins que Kathleen a réussi à... Alors, laissez tomber. Madame, le son n'est pas bon. Désolé. Il faudrait écrire la question. Oui. Kathleen, veux-tu passer à une autre? Oui, absolument. Alors, on a une note ici. Alors, on a une question ici qui veut savoir l'impact que ces nouveaux tests vont avoir sur les études. Alors, si on parle du test P-Tau 181, comme j'ai essayé d'expliquer, ça va faciliter le recrutement des volontaires, des gens intéressés pour être dans un essai clinique. Et ça va nous permettre d'avoir un groupe de personnes qui va se rassembler. Donc, on pourra comparer la moitié de ces gens-là à un autre groupe pour faire des essais cliniques plus rapides, un groupe plus homogène au point de vue biologique. Si le nouveau traitement fonctionne bien, c'est possible qu'avant d'avoir la médication prescrite dans la pharmacie dans 5 ans, on fasse la prise de sang pour vérifier, oui, vous êtes du type qui va répondre au traitement. Parfait. On a une autre question ici. Alors, ça dit pour les participants à la recherche, si en faisant une scan, vous trouvez quelque chose abnormal, contactez-vous la personne. Oui, alors c'est dans la formule de consentement. C'est bien mentionné que si on trouve quelque chose qui est cliniquement pertinent, on vous avertit et le médecin que vous avez choisi. Des exemples, ça serait un kyste dans le cerveau qui n'a jamais dérangé, mais on le voit au scan, c'est une surprise. Parfois, c'est des tumeurs bénignes qu'on peut découvrir au cerveau qui ne vont pas vous déranger, mais on vous le dit. Ce qui est plus délicat, c'est si vous avez de ces protéines associées au vieillissement, on les voit au scan. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ça dépend de votre âge. Si vous avez 80 ans et vous avez ces protéines avec l'âge, c'est normal, tout le monde en a. Mais si vous avez 65 ans,
vous en avez un peu plus que la moyenne. Alors, il y a un certain protocole pour donner l'information quand on n'est pas certain vraiment de ce que ça implique pour plus tard. Parfait. On a une autre question. Alors, ça dit, est-ce que la personne peut arrêter les médicaments pour le cholestérol? Alors, les médicaments pour le cholestérol, les statines, habituellement, ça, c'est prescrit par le médecin de famille ou un interniste selon vos besoins. Ça veut dire que vous avez déjà fait de l'exercice physique, vous avez modifié votre diète, vous avez un chien pour vous faire sortir. Si ce n'est pas suffisant pour faire baisser le cholestérol, le mauvais cholestérol surtout, bien, oui, il faut prendre une statine. Là, ça dépend de votre profil individuel. En règle générale, on arrête les statines à 85 ans à cause de l'âge, où il n'y a plus de protection vraiment utile par rapport au cholestérol après 85 ans, sauf si vous êtes diabétique, sauf si vous avez déjà eu un AVC ou un infarctus du myocarde. Parfait. Et on a quelqu'un qui a dit qu'ils ont manqué le début de la présentation. Je veux juste savoir c'est quoi le AMM. À l'aide médicale à mourir. Parfait. En anglais, c'est MAID, Medical Assistance in Dying. Perfect. On a aussi quelqu'un. Oui, alors les présentations vont être sur le site web pour l'Université de McGill, Centre de recherche sur le vieillissement, probablement la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine. J'ai quelqu'un ici qui dit ma mère était une de vos patients. À son décès, l'autopsie a démontré qu'elle avait l'Alzheimer's. À quel moment et ce que je devrais être suivie? J'ai 70 ans présentement. Alors... 70 ans, c'est un très bel âge pour venir nous voir, pour potentiellement faire partie d'une étude où on va faire votre bilan au point de vue mémoire, au point de vue santé générale et amyloïde tau et autres facteurs possiblement en cause avec le vieillissement. Et c'est très motivant. Je crois que les participants de la cohorte vous le diraient qu'il y a beaucoup de satisfaction à participer parce que, bon, je vais me connaître mieux moi-même, mais ça pourrait aider mes frères, mes sœurs, mes enfants plus tard. Parfait. On a une autre question ici. Alors, ça dit, pourriez-vous préciser en quoi consiste l'étude à laquelle que vous nous invitez à participer? Alors, c'est une cohorte. C'est un groupe de volontaires qui sont vus une fois par année. On vient pour une première visite sur le terrain de l'hôpital Douglas. On a 2 petits pavillons qu'on utilise pour cette recherche. On fait un questionnaire général. Ensuite, on voit si vous êtes intéressé plus à certains aspects de l'étude ou à d'autres. Si vous voulez tout faire, pas de problème. C'est 3 PET scans ou TEP en français, une IRM cérébrale, une ponction lombaire, prise de sang et puis des tests de mémoire une fois par année. C'est sûr que ça va se modifier, le protocole, avec le temps, parce que maintenant qu'on a réussi à prouver que la prise de sang remplace 2 PET scans, on va peut-être faire d'autres choses pour l'imagerie cérébrale de nouveau. Parfait. Puis, on a une question. Est-ce que la quantité de neuroinflammation objectivée au scan peut prédire la suite, la durée de la maladie? On n'a aucune idée et on a bien hâte de le savoir. Parce que si le 3e élément, pour peut-être beaucoup de monde, c'est l'inflammation et on peut la traiter avec certains médicaments. Ce n'est pas une raison pour prendre des anti-inflammatoires aujourd'hui si vous n'en avez pas besoin parce qu'ils font des trous dans l'estomac. Hein? Mais c'est possible que si on peut objectiver, démontrer que quelqu'un a une inflammation silencieuse comme facteur accélérant du vieillissement, on pourra facilement trouver un médicament qui existe déjà en surveillant leur santé, évidemment. Parfait. Une autre question. Pourriez-vous préciser en quoi consiste l'étude à laquelle vous nous invitiez à participer? Là, c'est ce qu'on vient de répondre. Désolée. Alors, comment faire pour venir vous voir? Comment faire pour venir vous voir? Ben, le plus simple, c'est d'envoyer un courriel à Tamar ou le tien. Tu pourrais l'afficher peut-être à la fin de la présentation, de la période de questions, afficher 2 courriels. Vous pouvez aussi appeler directement le Centre McGill d'études sur le vieillissement, 766-2010. Quoique nos téléphones actuellement ne sont pas faciles à rejoindre, on n'est pas physiquement présents. On est tous dans nos maisons.
Ça dit ici, est-ce que la nouvelle étude inclut ceux qui ont déjà participé à l'étude triade? On parle de l'étude triade. C'est de ça qu'on parle. En français, c'est POV. C'est la même étude. Oui. Et ça dit, est-ce que le programme d'activité avec Sylvie pourrait être exportable dans d'autres régions en Québec, par exemple? La première partie de ta question, c'est le programme développé par Sylvie Belleville? Je pense que oui. 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 Le programme développé par Sylvie Belleville et collaborateurs, ça fait quand même 15 ans qu'on travaille là-dessus. C'est un entraînement de la mémoire de travail. Le programme s'appelle MEMO, M-E-M-O, comme faire un mémo. Et puis, on travaille effectivement à pouvoir le mettre en ligne pour que les gens puissent l'utiliser partout dans le monde. On pense que ce genre de programme pour l'entraînement en mémoire, tout le monde pourrait en profiter, même si vous n'avez pas de symptômes de maladie d'Alzheimer. Peut-être que tout le monde pourrait profiter d'améliorer sa mémoire, surtout les politiciens. Non. Vous pouvez aussi combiner les exercices de mémoire style mémo avec l'exercice physique. Et il y a des essais dans le moment pour combiner les deux. Alors ça, on pourra vous en reparler si ça vous intéresse. Ça pourrait être le sujet d'un autre séminaire. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK. Est-ce que l'âge des participants pour vos études est seulement 65 ans et plus? Pour le moment, oui. Mais si vous avez une histoire familiale avec des proches parents qui ont eu des maladies d'Alzheimer avant 65 ans, vous allez être certainement vu quand même. Parfait. OK. Alors, on a une autre question ici. Ça dit, je t'ai refusé pour une de vos études. Je suis la personne qui, à sa mère, a été diagnostiquée par l'optotie avec Alzheimer's. Alors, est-ce que je peux vous consulter quand même? Bien oui, évidemment. À bien distinguer que là, on parle de consulter pour participer à la recherche. Si vous voulez avoir une visite médicale pour une évaluation médicale personnelle, là, on passe par le processus normal d'appeler ou d'écrire à Tamar qui va gérer les demandes de consultation et vous serez vu. Quand on pourra voir les gens en personne, ça va aller à l'automne par un des neurologues du centre. Parfait. Il y a quelqu'un qui veut savoir comment participer au MEMO, s'il vous plaît. Un mémo est fini. C'est une étude qui a été complétée. Ce qu'on pourrait essayer de faire, peut-être comme suivi pour vous, c'est vous faire savoir s'il est disponible, le programme mémo en ligne maintenant. C'est un des objectifs du Dr Belleville et moi. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? No, you can't do it. Non. No. That's the whole Là, voici l'adresse courriel de Tamar, tamar.tatigane@mcgill.ca. Merci, Tamar. OK, alors, je ne pense pas qu'on a d'autres questions. Merci beaucoup, Dr. Gauthier, pour cette présentation fantastique. Et tout le monde, les membres du comité d'éducation du CMEV, vous remercie pour être inscrits aujourd'hui. Notre prochain événement est de notre nouveau programme d'exercice avec Juliana Guerrero, 7 jeudi, le 2 juillet. Et notre prochaine conférence s'appelle Ambiguous Grief par Teresa Anuza, le 7 juillet. Alors, le lien pour consulter tous nos événements est dans la boîte de discussion et nous espérons de vous voir le prochain événement de la série de conférences Boomers Brillants. Alors, merci et bonne journée tout le monde. Bonne fête du Canada. Bon Merci. été tout le monde. Bye bye tout le monde.